Vous me dites si vous êtes prêts, si on peut commencer. Ouais, c'est bon pour les caméras? Ouais. D'accord. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Comme vous le savez, il y a un certain nombre d'événements qui se sont produits dans l'épisode du coronavirus et qui nous ont conduit donc à faire un nouveau point avec vous. De façon générale d'ailleurs, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui circulent, beaucoup besoin d'informations, ce qui est tout à fait légitime de la part de la population et de vous-même. Donc à l'exemple de ce qui se fait au plan national, on essaiera de vous caler un point tous les jours, plutôt en fin de journée, plutôt fait par l'Agence régionale de santé, à une heure qui sera compatible avec vos propres contraintes de diffusion, etc. Alors, ce que je voulais vous dire avec Madame la directrice générale de l'Agence régionale de santé, Madame la rectrice, c'est que la situation donc a évolué, ce qui va nous amener à prendre un certain nombre de mesures fortes. Donc ce que je vous propose, c'est que peut-être la directrice générale fasse un point sur la situation sanitaire et puis je vous annoncerai les mesures qui sont prises en conséquence de cette situation sanitaire. Madame la directrice générale. Donc sur Bastia, nous avons 5 cas qui proviennent en fait d'un même groupe de voyageurs venant de Lombardie. Et la stratégie cas contact fonctionne très bien. Les personnes respectent strictement les indications qui leur sont faites. Et donc on est vraiment dans une capacité de contenir la diffusion du virus à partir de cet accompagnement des sujets contacts. Pour Ajaccio, nous sommes à cette heure à 23 cas positifs. Et donc on met en évidence qu'on est amené à passer à une nouvelle stratégie puisque nous constatons l'existence d'une chaîne de diffusion et de transmission sur Ajaccio. Voilà en quelques mots le point de bilan à ce jour. Très bien. Bon, à ce stade, donc, les travaux, notamment d'enquête, vous le savez, à partir des cas contacts, tout le travail qui est fait par le personnel de l'Agence régionale de santé, ont donc établi l'existence d'une chaîne de transmission au sein d'un groupe de cas qui est situé sur un territoire bien donné, qui est celui de la ville d'Ajaccio. On est donc dans le cas de ce qu'on appelle, depuis le début de l'épisode, le cas d'un cluster, c'est-à-dire la circulation mise en évidence du virus sur un territoire qui est bien identifié. Je le dis tout de suite, le coronavirus ne circule donc pas de façon généralisée dans toute la Corse, mais en revanche sur ce territoire de la commune d'Ajaccio. Cette situation appelle des mesures fortes pour, d'une part, essayer de ralentir la diffusion du virus et d'autre part, et j'allais dire maintenant surtout, limiter les effets du virus, notamment en direction des populations les plus vulnérables. Et là, je m'adresse évidemment aux Corses, je le sais, puisqu'il y a plus de 70 000 personnes âgées sur le territoire corse. Et la limitation de la circulation du virus, et j'allais dire plus encore la protection des personnes âgées, finalement de l'ensemble de la Corse, passe par les mesures que nous prenons pour Ajaccio. Je voudrais d'abord rappeler, je le fais de façon insistante à chaque fois que je m'exprime devant vous, mais parce que je crois que c'est très important de le dire, dans plus de 98% des cas, on guérit du coronavirus. Et dans 80%, vous le savez, on a tout simplement une grippe. Mais surtout, je voulais insister pour dire que dans plus de 98% des cas, on guérit du coronavirus, ce qui est parfois par rapport, je le comprends, par rapport aux inquiétudes légitimes de la population, on oublie ce fait qui est quand même majeur, mais qui est important de le rappeler. Je voudrais aussi rappeler que, outre les mesures que je vais vous détailler, il y a vraiment
une mesure essentielle, c'est celle des recommandations que nous édictons pour les mesures dites barrières, c'est-à-dire finalement des mesures de comportement individuel. Oui, nous pouvons prendre des mesures pour ralentir la propagation du virus, et oui, nous pouvons prendre des mesures pour limiter l'exposition des populations vulnérables, mais il faut surtout que chacun joue le jeu. Chacun doit jouer le jeu dans finalement ce qui est un combat contre ce coronavirus. Donc les mesures barrières, je les rappelle quand même, de comportement individuel, parce que je crois qu'on ne le fait jamais assez. Vous le savez, c'est se laver les mains, c'est tousser dans sa manche, limiter et même ne pas le faire, ne pas s'embrasser, ne pas se serrer la main dans les occasions sociales, y compris avec des proches, puisque la plupart du temps, la contamination, elle provient de proches. Et donc, pourquoi j'insiste un petit peu là-dessus aujourd'hui, c'est que, je l'ai dit, il y a plus de 70 000 personnes âgées en Corse. On a l'habitude, et c'est heureux, d'aller rendre visite à nos aînés, d'aller dans les villages le dimanche. Cette mesure barrière qui consiste à ne pas s'embrasser, ne pas se toucher par les mains, elle est à mon avis essentielle dans ce qui est aujourd'hui défini comme mesure de comportement individuel efficace. Je vous rappelle quand même aussi que les contacts, mais parce que ces questions existent et encore une fois parce qu'elles sont légitimes, lorsqu'on dit contact de proximité, ce sont des contacts à la fois entre personnes qui sont proches de moins d'1 mètre à peu près et qui sont des contacts prolongés de plus de 15 minutes. C'est pas parce que vous allez croiser quelqu'un dans la rue qui peut être éventuellement porteur. Madame, vous venez de tousser, pas comme on le recommande. Et donc, je le dis en riant, hein, bien sûr, mais c'est pour encore et encore faire passer cette pédagogie qui est essentielle. Et donc aussi pour peut-être apporter un peu d'éléments apaisants, lorsqu'on parle de contacts de proximité, c'est vraiment des contacts proches et des contacts prolongés. Donc le plus souvent en fait dans l'intimité de la famille, éventuellement des milieux professionnels. Si je peux me permettre. Bien sûr, Madame la Directrice Générale. Vraiment, ça se transmet par des projections, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment, on parle de contact, mais c'est en fait les éternuements, c'est une transmission par gouttelette. Hein, donc, c'est vraiment cette logique de le contact, mais aussi parce qu'on projette en direction de son interlocuteur, donc les vecteurs en fait du virus. Alors, force est quand même de constater que donc, le nombre de cas augmente sur Ajaccio. Je crois que c'était avant-hier, on était à 5, c'est ça, sous votre contrôle. On est aujourd'hui à 23 et on peut penser légitimement, compte tenu de ce que l'on sait, des enquêtes faites par l'ARS, que ce nombre de cas va augmenter rapidement sur la ville d'Ajaccio. Donc le point numéro 1, c'est qu'à l'instar de ce qui a pu être fait dans d'autres parties du territoire national, nous prenons la mesure forte de fermeture pour une durée de 14 jours des établissements que sont les crèches, les établissements scolaires, écoles, collèges et lycées, périscolaires, les centres de formation des apprentis et structures collectives d'accueil des mineurs. Donc seront fermés à compter de demain, donc du lundi 9 mars au dimanche 22 mars inclus. Je précise que cette mesure inclut les parcs de jeux qui sont couverts pour enfants, notamment des activités récréatives, les clubs sportifs, les conservatoires, et donc d'une façon générale, en fait, tout lieu clos où se déroule une activité pour les enfants. Ce qu'il faut bien comprendre, lorsqu'on parle de mesures barrières, c'est que pour un adulte, j'allais dire que c'est facile. Un adulte peut plus facilement les mettre en œuvre parce que voilà, il a le comportement, la vie en société, etc. Pour les enfants, c'est bien plus compliqué. On voit même que pour les collégiens, ça peut parfois être transgressif de ne pas respecter ces mesures-là. Et donc c'est la raison pour laquelle
Cette mesure de fermeture généralisée sur le territoire de la commune d'Ajaccio pour 14 jours, elle est prise parce que l'on sait que les plus jeunes ont tendance à véhiculer plus facilement le virus. Ils sont d'ailleurs, en termes de santé, moins affectés. On le sait d'ores et déjà. Ils sont moins sensibles au virus, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne le portent pas. Et en tout cas, par leur attitude même, et les plus jeunes notamment, ils le transmettent plus facilement. Donc c'est une mesure protectrice. Je laisserai Madame la rectrice dire comment ça va se passer, les mesures compensatrices qui peuvent être mises en œuvre de manière à ce que ça ne soit pas un temps de vacances, mais qu'on puisse bien avoir un temps d'enseignement. Je le précise, sont exclus de la mesure de la fermeture les classes préparatoires aux grandes écoles et aux brevets de techniciens supérieurs, tout simplement parce que là, on s'adresse, je le disais tout à l'heure, à des adultes mieux à même de respecter les mesures barrières. La fermeture des établissements n'interdira pas l'utilisation des locaux. Je laisserai Madame la rectrice détailler. C'est particulièrement important pour pouvoir organiser les enseignements à distance. Mesure complémentaire de la première, les enfants, élèves et étudiants domiciliés à Ajaccio, mais scolarisés hors d'Ajaccio, par exemple à l'université de Corté, sont invités à rester chez eux. Vous vous souvenez qu'au début de cet épisode du coronavirus, nous avions proposé des mesures d'éviction pour ceux qui rentraient de zones dites sensibles. C'est un peu la même logique. Il y a une zone sensible qui est la commune d'Ajaccio, et donc les scolaires et étudiants de cette zone sensible sont invités à rester chez eux pendant la même durée de 14 jours. Troisième mesure importante, forte, encore une fois qui concerne la commune d'Ajaccio, c'est que les rassemblements et manifestations mettant en présence de manière simultanée plus de 50 personnes dans un lieu clos sont interdits pour 14 jours à Ajaccio. Donc sur la même durée, 9 mars, 22 mars. Donc je le répète, pour que ça soit plus facile, c'est les rassemblements mettant en présence de manière simultanée plus de 50 personnes dans un lieu confiné sont interdits pour 14 jours. Et je prendrai un arrêté en ce sens dans les toutes prochaines minutes. Alors, ça implique, un petit peu d'explication, cette mesure-là, ça implique les activités qui favorisent par finalement une promiscuité prolongée la transmission du virus, les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle, palais de congrès, casinos, salles de sport, salles de concert, discothèques, sont interdites dès lors qu'elles réunissent simultanément plus de 50 personnes. On peut imaginer que l'une des activités que je viens de citer, qui volontairement limiterait, mais de façon contrôlée, à moins de 50 personnes, puisse s'exercer si on en avait envie. Je réunirai demain l'ensemble des professionnels concernés, parce que c'est une mesure forte, pour bien repréciser les contours de cette mesure et bien voir comment elle sera bien mise en œuvre, ce dont je ne doute pas. Je précise qu'il en est de même pour que les cérémonies familiales du type mariage, obsèques, baptême peuvent être maintenues. Il est fortement recommandé aux familles concernées de limiter à moins de 50 personnes. Et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec l'évêque. Cette mesure concerne aussi les rassemblements de plus de 50 personnes dans les lieux de culte, autrement dit les messes, dès lors qu'elles dépasseront 50 personnes. J'ai convenu avec le maire d'Ajaccio et avec l'évêque d'avoir une réunion spécifique, plutôt en début de semaine prochaine, sur la cérémonie, la célébration des 17 et 18 mars sur la Madone, compte tenu de la configuration qu'elle prend, une partie fermée, une partie en lieu ouvert. Donc on a convenu de se voir pour savoir comment on va adapter
le déroulement de cette fête dont je sais qu'elle tient beaucoup au cœur des Ajacciens. Et donc j'ai vu Monsieur le maire, j'ai eu l'évêque à cet égard. Précision utile aussi, cette interdiction de rassemblement ne s'applique pas à l'activité normale des commerces, des entreprises, des restaurants et des bars, autrement dit les bars, restaurants, etc., peuvent continuer à fonctionner, à l'exclusion toutefois de rassemblements de plus de 50 personnes. Donc, pour être très clair, les séminaires et les soirées sont concernés par l'interdiction. En revanche, les restaurants, bars, etc. peuvent continuer à fonctionner dès lors qu'ils ne rassemblent pas plus de 50 personnes dans le lieu confiné. Les transports publics fonctionneront normalement sur la ville d'Ajaccio, mais nous allons nous rapprocher des exploitants pour que l'on voit comment on peut porter une attention particulière aux mesures barrières. Je pense notamment aux possibilités de désinfecter, de nettoyer les différents véhicules en question. Un point lié, donc une mesure liée à la précédente, mais qui fera l'objet d'un arrêté distinct, les manifestations sportives et les piscines sont concernées. Donc pour être précis, les manifestations sportives sont interdites pour une durée de 14 jours sur le territoire de la commune d'Ajaccio, sauf si elles se déroulent à huis clos, c'est-à-dire sans public. Du coup, de la même façon, les piscines d'Ajaccio vont être fermées au public pendant une durée de 14 jours, sauf pour les entraînements et les compétitions qui se dérouleraient à huis clos. Un point sur les élections. Donc, comme vous le savez, le Premier ministre a écrit aux maires de France et donc aux maires de Corse aussi pour leur expliquer comment nous pourrons maintenir le déroulement des opérations électorales. Une série de mesures vont être prises qui avaient été en partie détaillées par le ministre de l'Intérieur et qui vont être précisées par l'aide circulaire du ministre de l'Intérieur aux maires en début de semaine. Elles ont trait d'une part à l'affichage des mesures barrières à l'entrée des bureaux de vote et à la prise de précaution d'un certain nombre de mesures, comme la mise à disposition de gel. Certainement, on va en parler avec les maires, peut-être la mise à disposition de gants en latex pour ceux qui vont faire les opérations de dépouillement. Peut-être reconsidérer les salles qui avaient été prévues pour les opérations de dépouillement. Donc tout ça, on va en parler avec les maires sur le fondement de la circulaire attendue du ministre de l'Intérieur qui devrait parvenir aux maires lundi. En accord avec le maire d'Ajaccio, pour desserrer un peu, parce que la crainte principale, c'est l'afflux de votants aux mêmes heures. Donc pour desserrer un peu la contrainte, les bureaux de vote de la commune d'Ajaccio qui devait ouvrir à 18h, j'avais pris un arrêté en ce sens, parce que c'est l'heure habituelle, qui devait fermer à 18h, et qui ouvrir à 8h et fermer à 18h, merci de votre vigilance, seront ouvriront à 8h et seront ouverts jusqu'à 19h, c'est-à-dire une heure de plus, pour permettre un peu aux électeurs de voir quand est-ce qu'ils veulent voter et donc desserrer un peu la contrainte d'afflux. Je le signale aussi, le ministre de l'Intérieur a d'ores et déjà indiqué que les possibilités de vote par procuration, là je pense à nos aînés qui sont les plus concernés, il faut être logique, si les aînés, on les maintient dans les EHPAD, qu'on limite les visites, leur demander d'aller voter, c'est un peu contradictoire. Donc on va avoir un travail spécifique sur les procurations pendant la semaine pour apporter au mieux une réponse en termes de procuration pour ces personnes vulnérables. Voilà, donc évidemment, j'appelle, ainsi que le maire avec qui j'en ai beaucoup discuté, les habitants d'Ajaccio à
être particulièrement respectueux des mesures qui sont ainsi prises. Ce sont là incontestablement des mesures qui sont fortes, je le redis, et qui sont contraignantes dans la vie quotidienne. Je suis profondément persuadé qu'aujourd'hui, compte tenu de ce que nous observons, la protection de l'ensemble de la Corse passe par la prise de ces mesures sur Ajaccio, encore une fois, qui sont des mesures contraignantes mais indispensables pour notamment protéger les personnes les plus vulnérables. Voilà ce que je voulais vous dire. On va faire bien évidemment un communiqué de presse sur la base de ce que je viens de vous dire. Et bien sûr, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Il y a énormément de réactions. Les gens au niveau géographique se posent beaucoup de questions concernant l'Ajaccio ou le Grand Ajaccio, les collèges de Pornic, de Baleone, le Grand Ajaccio d'une manière générale n'est pas concerné. Est-ce que cela n'est pas inquiétant? Et on parle de non-rassemblement de personnes, de plus de 50 personnes dans un endroit clos. Les grandes surfaces sont-elles concernées? Est-ce qu'il faut demain fermer toutes les grandes surfaces qui a des avis? Ou on considère que, comme c'est hors d'Ajaccio, c'est pas inclus? Alors, je vais peut-être laisser répondre au plan médical et je reprendrai à la deuxième question. Madame la directrice générale. La chaîne de transmission, le cluster, est bien localisé sur Ajaccio. Donc pour nous, c'est dans le cadre des mesures que nous prenons, c'est bien d'être en accord, en cohérence avec l'existence du cluster. Donc si ces mesures nous permettent de contenir le cluster sur Ajaccio, on évitera effectivement de voir le virus circuler au-delà d'Ajaccio. Donc vraiment, c'est cette stratégie d'adaptation par rapport au cluster lui-même. Et donc comme je l'ai dit, l'activité normale des commerces, restaurants, etc. Est maintenue, elle n'est pas concernée parce que en fait c'est un équilibre entre la nécessité de pouvoir vivre tout simplement et puis de vivre finalement de façon contraignante. Et donc la raison pour laquelle les commerces, etc., restent ouverts, c'est que tout simplement les gens ils ont quand même aussi besoin de se nourrir. En revanche, dans la semaine, nous réunirons effectivement les responsables de toutes ces activités pour voir également avec eux comment on peut appliquer le mieux possible les mesures barrières. Je pense par exemple à ce que nous avons fait fortement sur l'aéroport d'Ajaccio où je m'étais rendu il y a quelques jours, où on a eu une communication intensive très, très forte de l'aéroport, de manière à ce que les voyageurs ne puissent pas ignorer les mesures barrières. Je crois qu'on peut arriver dans les centres commerciaux, pour reprendre l'exemple que vous citez, à de telles mesures. Par ailleurs, ce sur quoi je voudrais insister, j'ai parlé pour la transmission du virus de contacts prolongés et de contacts de proximité. Et je pense que c'est particulièrement pertinent de le voir dans ces espaces clos-là. On peut imaginer qu'on limite pour soi-même le temps où, si on doit y passer. Je pense que si on n'est pas absolument indispensable d'y passer, on peut différer actuellement et puis voir avec les gestionnaires de ces établissements comment justement on peut assurer une bonne exécution des mesures barrières dans ces établissements-là. Et du fait que maintenant Ajaccio soit un cluster, est-ce qu'on passe à un autre stade de l'épidémie, puisqu'on était au stade 1 jusqu'à présent? Alors, on était au stade 1 avec déjà une anticipation pour les personnes âgées, par exemple, où on avait pris des mesures de restriction des visites sur les EHPAD, qui sont toujours actives, bien sûr, une visite par jour et par personne. Et là, compte tenu des mesures qu'on prend, sur le cluster, même, on est clairement en stade 2. C'est le stade qui s'applique au cluster. Est-ce que ça peut évoluer suite au Conseil de défense ce soir? Si on passe au stade 3 au niveau national, alors, est-ce que du coup, ça peut changer? Je ne peux pas m'exprimer au nom du Conseil de défense qui n'a pas encore eu lieu. Je crois qu'il est à 18h. Ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, les mesures, encore une fois, nécessaires pour la Corse
et pour la population corse. On est dans une île, on est avec une proximité de l'Italie qui fait qu'il y a une inquiétude, une attention particulière, et c'est parfaitement normal. Et donc les mesures que nous avons proposées pour la Corse, mais en particulier pour Ajaccio, ont été calées avec le niveau national. Y a-t-il des cas graves parmi les personnes contaminées, des personnes plus fragiles, des personnes âgées ou des enfants très jeunes, par exemple? Oui, on a 3 personnes qui sont en réanimation aujourd'hui, donc qui sont donc font l'objet d'une surveillance constante. C'est ce qui explique aussi qu'on est amené à réorganiser l'offre sanitaire pour faire en sorte que les 2 établissements de recours, Ajaccio dans un premier temps compte tenu du cluster, et puis Bastia dans une anticipation éventuellement du développement de l'épidémie sur la Haute-Corse, vraiment de les préparer à sanctuariser leur plateau technique et leur capacité en lit à la prise en charge des cas les plus graves de Covid-19. Donc c'est vraiment cette évolution de l'organisation des 2 centres hospitaliers qu'on a commencé bien sûr à mettre en œuvre et qu'on continue à instruire pour doter les 2 centres hospitaliers de capacités renforcées à accueillir ces cas les plus graves. Ça veut dire combien de lits en plus? Est-ce que vous avez une idée? Alors c'est surtout comment on libère des lits existants en faisant en sorte que les partenaires sanitaires acceptent des réorientations de personnes qui ne portent pas le Covid-19. Donc c'est vraiment cette fluidité qu'on essaye d'organiser, parce qu'on a bien sûr une position favorable de principe de tous les partenaires du système de santé. Et puis il y a lieu de prévoir d'emblée le fait que des patients positifs ou des sujets contacts ne soient plus hospitalisés dès lors que leur état de santé leur permet un retour à domicile. Donc cette filière de retour à domicile, on a déjà donné pour instruction au centre hospitalier d'Ajaccio de la mettre en œuvre depuis vendredi soir. Donc ça permet d'éviter d'hospitaliser des personnes qui n'auraient pas besoin du plateau technique parce que ne présentant pas un état de santé dégradé. Et donc le retour, c'est vraiment une évaluation médicale de la capacité de retour à domicile. C'est pas voilà, donc ça suppose aussi que l'établissement, l'hôpital, soit en capacité de filtrer finalement les différents profils pour pouvoir les orienter le mieux possible. Est-ce qu'à Ajaccio, l'hôpital est saturé du coup, le fait qu'il y ait une augmentation des cas? C'est le risque que nous prenons si nous n'organisons pas justement cette capacité d'aval et cette capacité aussi de retour à domicile. C'est pour ça qu'on a pris cette mesure de retour à domicile de manière assez rapide, et nous constituons aujourd'hui des capacités supplémentaires pour permettre au CH d'Ajaccio de vraiment faire en sorte que toutes les personnes qui ne portent pas le Covid-19 puissent être réorientées en SSR ou dans d'autres établissements partenaires. C'est peut-être la raison pour laquelle aussi, depuis le début, et ça s'est intensifié, l'Agence régionale de santé est en contact avec les professions libérales, les médecins libéraux, qui vont avoir, au fur et à mesure que les cas vont augmenter, mais comme on vous l'indiquait, des cas qui ne sont, dans la majorité des cas, ne sont pas des cas graves, et donc ces professions libérales vont avoir à être en première ligne et à traiter les malades. C'est un moyen sans doute le plus efficace, au moins aussi efficace que l'organisation du système hospitalier, pour éviter l'engorgement des hôpitaux. S'il vous plaît. Une question peut-être plus directement pour Madame la rectrice. On confirme donc uniquement les collèges et lycées d'Ajaccio. Qu'en est-il par contre du suivi des élèves dont les écoles seront fermées? Il y a un système qui va être mis en place, je suppose, au niveau numérique. Oui, tout à fait. Nous avions anticipé l'éventualité de fermeture d'écoles ou d'établissements. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place une cellule académique de continuité pédagogique qui a donc été activée dès cet après-midi de manière à pouvoir accompagner l'ensemble des enseignants, puisque, Monsieur le Préfet l'a rappelé, c'est l'ensemble de la ville d'Ajaccio qui est concernée, c'est-à-dire 32 écoles, 5 collèges, 5 lycées, mais également l'établissement régional d'enseignement adapté. Et nous souhaitons donc pouvoir mettre en place une continuité pédagogique pour l'ensemble de ces élèves, environ 10 000 élèves qui vont
rester à leur domicile pour les 14 jours à venir. Je vais réunir dès demain au rectorat les chefs d'établissement le matin, puis les directeurs d'école l'après-midi, de façon à ce que nous puissions mettre en place ces dispositifs de continuité pédagogique. D'abord, nous pouvons mobiliser la plateforme d'enseignement à distance du CNED, du Centre national d'enseignement à distance, qui permet des classes virtuelles. C'est le dispositif La classe à la maison, de la grande section de maternelle jusqu'à la terminale. Par ailleurs, l'ensemble de nos établissements du second degré sont dotés de ce qu'on appelle un ENT, c'est-à-dire un environnement numérique de travail régional qui permet un partage de documents, des supports de cours en ligne, d'envoyer également les devoirs et exercices requis pour les apprentissages, donc que nous mobiliserons de la même façon. Et puis, je dirais qu'il y a des outils numériques qui sont propres à chaque établissement. Donc, dès demain, nous allons nous réunir de manière à permettre cette continuité pédagogique, cette continuité des apprentissages par les ressources numériques. Un élément qui me semble également très important, c'est que nous avons veillé avec Monsieur le Préfet à ce que les établissements restent accessibles au personnel enseignant, puisque les enseignants vont être mobilisés par leur directeur d'école ou leur chef d'établissement pour assurer cette continuité des apprentissages de leurs élèves. Et donc, s'il était nécessaire, dans ce cadre, de se rendre dans l'établissement, cette possibilité leur sera évidemment ouverte. Je m'aperçois que je n'ai pas répondu de façon complète à votre question. Là aussi, légitime, vous avez indiqué que beaucoup de gens se questionnent en disant mais pourquoi que Ajaccio, pourquoi pas les autres communes, qui sont très proches. La directrice générale de l'ARS a répondu pour ce qui concerne la partie médicale. Peut-être vous indiquer que j'ai aussi discuté avec le maire d'Ajaccio qui se trouvait être aussi président de la CAPA bien sûr en lui expliquant combien nous savions que nous avions une circulation territoriale sur la ville, mais évidemment que la proximité de la CAPA est un facteur à prendre en compte. D'abord, nous n'hésiterions pas à prendre des mesures analogues si le virus devait continuer à se propager, en particulier s'il y avait des éléments territoriaux qui soient identifiés sur le reste de la CAPA. Je voudrais le dire très très clairement, c'est évident. Et à cet égard, je réunirai, je pense, mardi ou mercredi, le temps qu'on voit un peu comment fonctionnent les mesures, les élus de la CAPA, les autres élus autres que ceux d'Ajaccio, pour faire le point avec eux de la situation sanitaire à ce moment-là, en essayant effectivement d'anticiper et voir avec eux si des mesures s'imposent. Peut-on savoir plus sur les 3 cas qui sont en réanimation? Est-ce que ce sont des personnes fragiles, malades, des personnes âgées, des enfants éventuellement? Non, ce sont des adultes, ce sont des personnes qui pouvaient présenter des comorbidités en fait, donc déjà une situation de fragilité. Donc là on est sur des patients qui illustrent finalement les observations qu'on peut faire au niveau national, c'est-à-dire que ce sont vraiment les personnes les plus fragiles qu'il nous faut protéger et comme l'évoquait Monsieur le Préfet, notre comportement individuel impacte surtout ces personnes fragiles. C'est pas tant les adultes qui vont avoir une grippe ou les enfants qui vont avoir encore moins d'impact, je dirais, en termes de pathologie, parce que les enfants, souvent entre une maladie de la petite enfance et les symptômes du Covid-19, ça va être difficile de le discerner. C'est vraiment ces populations fragiles qu'il nous faut protéger. Et là, on est effectivement dans les mêmes termes de l'observation qui est faite au niveau national sur le fait que ce sont ces personnes qui souvent ont besoin d'avoir recours au plateau technique, notamment de réanimation. C'est peut-être l'occasion de dire, parce que j'ai beaucoup insisté compte tenu de la configuration de l'accord sur les 70 000 personnes âgées protégées, c'est vrai aussi que les personnes vulnérables, ce sont les malades déjà notamment atteints d'infections cardio-respiratoires et
dans les recommandations de comportement, on dit limiter les visites, voire ne pas faire de visites aux personnes âgées, mais ça concerne aussi les malades. Justement, beaucoup de personnes font le parallèle sur la pyramide des âges entre l'Italie du Nord et la Corse. On a vu ce que ça a donné en Italie, beaucoup de gens s'inquiètent, à tort, à raison. Est-ce qu'on peut envisager que justement, quand on a une population vieillissante, la Corse qui devient, pour Ajaccio, un cluster, ça puisse dégénérer comme ça a pu dégénérer en Italie? Alors d'abord, moi je voudrais dire, je comprends tout à fait les interrogations, même les inquiétudes des Corses, puisque effectivement on est proche de nos amis italiens, et il est parfaitement normal qu'on ait ce type d'interrogation, et quelque part ça aussi participe à la prise de conscience des propres mesures de comportement individuel qu'on doit adopter. Donc je pense que à travers cette inquiétude, c'est pas forcément une mauvaise chose que cela puisse s'exprimer. La situation, je voudrais juste rappeler des chiffres, et évidemment en disant cela avec beaucoup de modestie. Nous parlons là d'une circulation qui est territoriale, identifiée, de 23 cas sur Ajaccio. Je pense que vous avez en tête les chiffres en Italie qui maintenant atteignent 6000 cas, et donc même si la proximité, si les mesures prises par ce pays ami sont importantes dans cette réflexion, on ne peut pas dire qu'on est exactement dans la même situation. Et en tout cas, cette proximité géographique, je peux vous dire qu'on la regarde avec effectivement beaucoup d'attention, mais aussi beaucoup d'aller-retour avec Paris, justement parce qu'il y a la Corse, qui en plus est une île, mais aussi tous les autres départements français qui sont frontaliers, et c'est la raison pour laquelle on continue aussi à prendre notamment ces mesures d'information renforcées vis-à-vis des transporteurs. Et vous rappelez qu'il y a une dizaine de jours maintenant, on a pris ces mesures, on a eu cette réunion avec les transporteurs qui franchement ont joué le jeu, et je pense les réunir à nouveau dans la semaine pour faire le point avec eux et voir ce qu'on peut encore faire davantage pour justement quand même limiter les circulations de virus entre nos deux pays. Pourquoi 14 jours, lorsqu'on sait que finalement le temps peut être beaucoup plus long finalement pour enregistrer en tout cas des baisses de cas et des baisses de contamination? On le voyait bien au niveau national, on se posait la question justement de ces fermetures en disant on peut fermer, effectivement c'est facile de fermer, mais comment est-ce qu'on rouvre ensuite les établissements? Donc quel signal il pourrait y avoir dans ces 14 jours? C'est un temps court. Madame la directrice, vous voulez répondre peut-être sur les aspects médicaux? Oui, donc les 14 jours, c'est une fourchette relativement large, je dirais, par rapport au rythme d'incubation en fait de la maladie, parce qu'on a des moyennes, en fait, on observe des moyennes, et c'est vrai que les 14 jours, ça permet vraiment de prendre en compte la plupart des cas qu'on a pu observer. De fait, là, comme on est au début d'une chaîne de transmission, en prenant des mesures importantes et fortes, si on endigue vraiment la circulation du virus, les 14 jours nous permettent vraiment d'avoir une durée d'observation des cas qui pourraient apparaître ou pas, si notre stratégie est efficace. Donc pour nous, c'est vraiment une durée d'observation qui permet vraiment de se dire finalement, on n'a pas de cas pendant 14 jours, c'est-à-dire qu'à partir des derniers cas positifs que nous avons identifiés, aujourd'hui 23, ça veut dire qu'on peut mesurer la cinétique de l'épidémie, et donc le fait que la diffusion du virus est limitée en fait sur le territoire. Donc ce qu'il faut bien voir, effectivement, et je vous remercie, parce que je sais que cette question, les gens se la posent, c'est tout à fait cohérent avec la stratégie sanitaire qui doit être la nôtre dès lors que ce cas de cluster, de circulation territoriale du virus a été identifié. Vous avez une durée d'incubation qui est inférieure à 14 jours, mais il y a une marge de sécurité qui est prise.
En moyenne, je crois que c'est 5 à 8 jours dans les observations. Je vous rappelle que ce virus étant inconnu il y a encore quelques mois, il y a eu une construction de la connaissance et donc cette information sur la durée d'incubation est arrivée petit à petit. Je ne suis même pas sûr que fin janvier, début février, elle était connue de façon aussi précise. En tout cas, moi, je ne la connaissais pas encore à ce moment-là. Et donc, 14 jours, c'est la durée d'incubation. On prend des mesures en direction des jeunes parce qu'ils transmettent, ils transmettent plus facilement le virus. Donc il y a une cohérence. Et on prend une mesure à l'égard des grands rassemblements, ou des rassemblements, puisque là je parle de 50 personnes, parce que c'est là où, du fait de la promiscuité et du temps de rassemblement, qu'on a le plus grand risque de transmettre le virus. Donc il y a une vraie cohérence sanitaire dans notre approche. Agir sur les occasions de transmission du virus que sont les établissements scolaires et les rassemblements, et agir sur ceux qui possiblement ont contracté le virus mais qui ne le savent pas encore, en les mettant à l'abri, un peu en mettant cette mesure d'éviction. Vous voyez, c'est une approche cohérente par rapport à la situation que nous avons actuellement. Mais les fermetures pourraient être, la durée des fermetures pourrait être beaucoup plus longue. Il faut de toute façon ne rien s'interdire dans la gestion du coronavirus. Vous l'avez compris depuis le début que c'est un élément qui est très évolutif, donc aucune mesure ne doit être exclue, mais évidemment on essaye à chaque fois de cibler des mesures efficaces qui sont celles qu'on vous a décrites. Vous parliez des transports tout à l'heure, des transports en commun, la question pour le moment est d'interdire. Est-ce qu'il pourrait y avoir des mesures plus restrictives concernant l'aérien, les bateaux? Parce que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas, mais est-ce que ça peut changer? Ça pourrait changer en fonction de l'évolution qu'on a constatée. Ce qu'on peut remarquer à ce stade, sur Ajaccio, comme vous le savez, la contamination provient d'un déplacement en Alsace d'un certain nombre de personnes. Sur Bastia, c'est un déplacement en Italie, ou plusieurs déplacements en Italie. Et donc, il y a ce qui est remarquable, c'est que finalement, le premier cas qui est arrivé sur le sol corse n'a pas été celui qu'on craignait le plus, c'est-à-dire un retour d'Italie comme on le craignait au début de la crise. C'est la raison pour laquelle, moi, lorsque je dis on n'hésitera pas à prendre toute mesure qu'on jugera utile dans une situation qui est évolutive par définition, je ne m'interdis pas, en fonction de l'évolution de la situation, de prendre des mesures restrictives sur les déplacements. Pour le moment, la situation ne le requiert pas. Les personnes qui ont voyagé en avion n'ont pas contaminé les passagers de l'avion. Je tiens à le dire, parce que lorsque vous êtes en incubation, vous n'êtes pas contaminant jusqu'à J-1 de l'apparition des symptômes. Ça, on vous l'a dit, c'est-à-dire que dans les 13 jours finalement de contraction du virus, vous n'êtes pas contaminant. L'enquête de l'ARS a été conduite sur les passagers de l'avion qui avaient été empruntés au retour de Mulhouse, et on s'est aperçu que les passagers n'avaient pas été contaminés pour les raisons que je vous indique. Ce qui importe, c'est vraiment le comportement individuel des personnes qui possiblement peuvent se dire tiens, je me sens pas bien, j'ai peut-être été en contact avec quelqu'un ayant contracté le coronavirus, et là la mesure la plus efficace, c'est quand même la mise en quatorzaine, et puis les gestes adaptés si vraiment on pense qu'on a ces symptômes-là, de contacter le 15 et non pas de se rendre dans un cabinet médical ou librement à l'hôpital, qui ne sont pas les mesures adaptées pour la gestion du phénomène. On est encore dans cette zone-là. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous m'avez posé la question du 1 au 2, vous voyez, on est encore un peu quand même
dans des mixtes. Et les recommandations que l'on fait pour quelqu'un qui se sentirait malade, c'est vraiment d'appeler le 15. J'en profite pour vous redonner le numéro général d'information, parce que c'est légitime, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, et encore une fois, je souhaite qu'elles puissent se questionner et avoir des réponses, parce que c'est essentiel à la gestion de la crise. Il y a un numéro vert général d'information pour les personnes qui ne sont pas malades, qui est le 0800 130 000, 0800 130 3 x 0, où on peut poser toutes les questions sur le coronavirus, ce qui est tout à fait légitime, et je recommande aux personnes qui ne sont pas malades d'utiliser ce numéro-là. Ça permet de désengorger le centre 15. Merci beaucoup.